Comme mon prédécesseur, que je remercie d'ailleurs pour sa très cordiale transition avec mes propos, je voudrais aussi vous dire que je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour aborder la question qui m'a été confiée et donc remercier très sincèrement aussi les organisateurs de cette journée pour avoir introduit cette question dans un ordre du jour. Alors, ce qui a été dit déjà va considérablement déblayer le terrain et je voudrais donc moi surtout, si vous voulez, aborder mon sujet, donc mon sujet qui est très précisément la guerre d'Algérie dans les programmes, sous trois aspects. D'abord, rappeler ce que disent les programmes de la guerre d'Algérie et au passage donc rappeler aussi comment fonctionne un programme, parce que là-dessus, il y a quand même, on le voit bien, une certaine incompréhension de la part de l'opinion, y compris d'ailleurs au sein de cette opinion de la part des politiques en charge de la formation de la dite opinion, une certaine incompréhension. D'autre part, donc, rappeler, donc, après avoir vu cette place de la guerre dans les programmes, ce que disent les programmes de la guerre proprement dit, c'est-à-dire en gros quel récit est assigné aux professeurs d'histoire. Et puis enfin, et là ça m'artenera plus longtemps, c'est là-dessus que je souhaiterais plus précisément insister, le poids du contexte justement sur les conditions de cet enseignement. C'est-à-dire la véritable question finalement, je viens de voir dans la dernière diapositive, l'avant-dernière diapositive, l'ouvrage La guerre d'Algérie, une histoire apaisée. Est-ce que cet enseignement est un enseignement apaisé ou non, ou si vous préférez, est-ce que cet enseignement est un enseignement sensible ou non? Et si on tient qu'il est sensible, pourquoi l'est-il? Et donc, comment mes collègues professeurs peuvent-ils finalement surmonter ces difficultés? Alors, le premier point, donc, alors je suis désolé, il n'y a pas projection, comme on dit en classe, hein, je n'ai pas préparé de diaporama et les notes que je vais survoler ont été écrites à la plume et à l'encre violette, c'est vous dire si j'ai un certain retard technologique. Donc la première question, la guerre d'Algérie dans les programmes, en fin de compte, c'est une affaire assez ancienne, puisque le sujet apparaît au collège dans les années 60, début des années 70, et il apparaît au lycée en 1983. Alors, pour les raisons qui ont été évoquées précédemment et sur lesquelles je ne reviens pas. Précisons donc tout de suite que la question des programmes ne se résume pas à celle de l'enseignement. Je m'explique. Les programmes, c'est bien entendu d'abord un texte officiel qui est publié d'abord au journal officiel de la République et puis ensuite au bulletin officiel de l'éducation nationale et qui liste la question, enfin qui liste les questions à étudier en histoire, classe par classe. Et c'est généralement la seule chose qui, justement, est plus ou moins connue du grand public. Et vous avez à côté des programmes, donc, ce qu'on appelait autrefois, quand j'étais jeune professeur, au millénaire dernier, les instructions officielles, et que l'on appelle désormais aujourd'hui documents d'accompagnement ou documents ressources, qui, en quelque sorte, explicitent l'intitulé des programmes et fixe des problématiques, des supports documentaires, des approches, un contenu, des démarches. Vous avez ensuite deuxième niveau, donc ça c'est le discours de l'institution. Vous avez ensuite deuxième niveau, les manuels, le texte des manuels, qui eux-mêmes sont très changeants. Je veux dire par là que lorsque j'ai commencé ma carrière de professeur, justement en 1980, les manuels, c'était d'abord du texte, d'abord dans ce qu'on appelle un récit, et puis très très peu de documents. Aujourd'hui, près de 40 ans après, les manuels, c'est essentiellement un corpus de documents, avec finalement très 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 peu de texte. Ce qui veut dire que finalement l'approche
l'approche des questions se fait souvent par l'angle d'une étude de cas, d'une étude d'exemple, et c'est finalement au professeur de fournir le récit proprement dit. C'est important parce que cela veut dire qu'il y a déjà évidemment une première médiation entre ce que dit le texte officiel des programmes et déjà la transposition que peuvent en faire, la transposition didactique et pédagogique que peuvent en faire les manuels. Puis le troisième niveau, eh ben, c'est ce qu'enseigne réellement le professeur, c'est ce que dit réellement le professeur. Et n'oublions pas que le professeur a à sa disposition ce qu'il est convenu d'appeler, c'est d'ailleurs l'expression employée par les textes, la liberté pédagogique. Et cette liberté pédagogique, c'est non seulement un droit, c'est-à-dire que le professeur, et il y a dans la salle un certain nombre qui peuvent le confirmer, reste tout à fait libre de fixer ses approches, de fixer ses problématiques, de faire des choix dans ce qu'il va le dire, à la condition que toujours il se pose cette question fondamentale, qu'est-ce que je veux que mes élèves comprennent, apprennent et retiennent. Et donc cette liberté pédagogique, c'est pas seulement un droit, c'est d'ailleurs, il y a quelques-uns dans la salle, quelques-uns de mes collègues dans la salle qui le savent bien pour m'avoir entendu le leur dire, c'est plus encore un devoir. Avant d'être un droit, c'est même un devoir que d'exploiter ça. Ce qui veut donc dire que entre ce que disent les textes réellement et donc ce qui se fait réellement en classe, il y a évidemment souvent un élargissement considérable. Car sur un sujet comme celui-là, évidemment, les professeurs savent qu'ils auront toujours la caution de leur inspection pour justement mettre à profit ces libertés pédagogiques et répondre aux attentes, aux besoins des élèves. Bien. Alors, ces précautions qui n'en sont pas, qui sont en fait des explicitations, est en fait, donc, que disent les programmes? Bien, la guerre d'Algérie, elle est présente en troisième, dont le thème général, c'est le monde de 1945. Donc, vous avez l'effondrement des empires coloniaux et l'accès à l'indépendance à travers deux exemples au choix, l'Inde ou l'Algérie. Alors, tout de suite, avant de venir vous rejoindre ces derniers jours, j'ai évidemment surfé, comme on dit, sur Internet, et je suis tombé sur quelques sites qui, je dois dire, m'ont passablement énervé. Je pense à l'un d'entre eux, le Bondi Blog, par exemple, pour ne pas le citer, qui affirme que désormais, la guerre d'Algérie n'est plus enseignée au collège, puisque les programmes n'en parlent pas. Bon. Voilà un premier exemple, n'est-ce pas, de l'ignorance crasse d'une partie de l'opinion sur la façon dont fonctionne un programme. Si la guerre d'Algérie n'est pas citée dans le texte des programmes, certes, mais elle est citée dans les documents d'accompagnement et on la retrouve, bien entendu, dans les manuels. Je constate d'ailleurs, entre parenthèses, que si dans les programmes précédents au programme actuel, la guerre d'Algérie était effectivement explicitement nommée dans les programmes, elle l'était toujours comme aujourd'hui, comme un exemple au choix. Et le choix, à l'époque, s'opérait avec un État subsaharien. Ensuite, on va retrouver la guerre d'Algérie en première, d'abord donc dans les séries générales, c'est-à-dire les séries L et ES, c'est question pour comprendre le XXe siècle, la République face aux questions coloniales, et là c'est une question obligatoire. On va également la retrouver, mais sous un autre angle, dans les terminales donc générales, avec là donc l'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie. Là, c'est au choix, c'est-à-dire que le professeur soit choisit cette question, soit choisit l'historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Et il le fait, là encore une fois, en toute liberté. Mais on a aussi la question de la guerre d'Algérie dans les terminales des séries technologiques, STMG, ST2S notamment. Ça fait partie des études au choix. Et on a également donc cette question en terminale professionnelle. Ce qui veut donc dire qu'un élève qui, de la troisième, va donc passer un baccalauréat série générale, va rencontrer 3 fois sur son parcours la guerre d'Algérie, qu'un élève qui, depuis la troisième, va préparer un baccalauréat technologique ou un baccalauréat professionnel, va la rencontrer 2 fois, cette guerre.
On ne peut donc pas dire que la guerre d'Algérie soit absente des programmes. Elle y est bien. Alors, il est vrai, avec des contraintes qui sont des contraintes horaires. Le temps disponible pour l'aborder n'est pas si grand que ça. En troisième, un peu plus d'une heure. En première, on va dire 2-3 heures, en terminale 4-5 heures, mais évidemment, je vous rappelle tout de même que les élèves ne font pas que de l'histoire ou de la géographie, ils ont aussi bien d'autres disciplines à traiter dans 25 ou 27 heures par semaine. Ne l'oublions quand même pas. Bien entendu, je crois qu'il faut également se souvenir que l'histoire enseignée, c'est la matière première du projet républicain. C'est une propédeutique du social, comme disait Antoine Prost. Et donc, les programmes d'histoire sont toujours dominés par 4 enjeux. C'est-à-dire donner des connaissances produites et vérifiées, validées par une méthodologie scientifique, c'est-à-dire transmettre des valeurs dont l'esprit critique est, je dirais, le premier constituant. C'est aussi, bien sûr, construire un sentiment d'appartenance. Et c'est la raison pour laquelle l'enseignement de l'histoire est dans notre pays, et ça depuis longtemps, ça en réalité depuis le XIXe siècle, depuis la Troisième République, l'enseignement de l'histoire est en quelque sorte une forme de justification par les œuvres. Parce que cet enseignement de l'histoire donc obéit à des finalités morales, à des finalités civiques, à des finalités intellectuelles, et qu'il associe donc non seulement des connaissances, un contenu, des faits avérés, validés, mais aussi un certain nombre de compétences qui permettent l'autonomie intellectuelle et le transfert de ces connaissances. Pour autant, évidemment, les programmes répondent aussi, et c'est bien normal, surtout dans un pays comme le nôtre, et pour la raison que je viens de rappeler, aux injonctions du présent. Et c'est la raison pour laquelle les programmes changent fréquemment, et c'est la raison pour laquelle vous avez des questions qui apparaissent, et c'est la raison pour laquelle vous avez des questions qui disparaissent. Aujourd'hui, par exemple, les élèves, et tout le monde trouve ça normal, les élèves n'apprennent plus rien de la guerre de 7 ans, de la guerre de succession d'Autriche, ou de la guerre de 30 ans du traité de Westphalie. Bon, pourtant, question essentielle, quand j'étais moi-même donc élève de troisième au collège, je devais tout savoir sur le traité de Westphalie si je voulais espérer avoir mon brevet. Bon, ça ne traverserait plus l'idée, qui que ce soit aujourd'hui, d'encombrer l'esprit d'un élève avec le traité de Westphalie. Et donc, l'histoire scolaire, elle n'est pas étanche, évidemment, vis-à-vis des questions sociétales, des enjeux sociétaux. Elle n'est pas non plus étanche vis-à-vis des dynamiques mémorielles, ce qui a été rappelé. Et aussi, d'ailleurs, elle n'est pas non plus étanche vis-à-vis des enjeux politiques. Et là, je prends le mot politique, bien sûr, dans son acception étymologique. La vie de la cité, la police. Dans les années 70, finalement, et dans les années... ce qui apparaît dans les programmes de collège, c'est finalement... la guerre d'Algérie s'est inscrit dans la relation de la décolonisation tiers-mondiste, pour dire les choses simplement. Quand ça apparaît dans les années 80... dans les programmes du lycée, finalement, la guerre d'Algérie, c'était un modèle de décolonisation violente et brutale. Bon. C'est-à-dire que la guerre d'Algérie était traitée par les manuels et par les programmes, et donc par les professeurs que j'étais à l'époque. Le jeune professeur que j'étais à l'époque, par exemple, a découvert, avec les programmes de 83, par exemple, les massacres de Sétif, dont j'ignorais absolument tout. J'étais agrégé d'histoire, et je ne savais rien de ce qui s'était passé en Algérie en 1945. Je l'ai appris en même temps que mes élèves, en quelque sorte, en enseignant ces programmes. Donc, modèle de décolonisation violente et brutale, la guerre d'Algérie, donc, plus perçue comme un phénomène de décolonisation que comme une crise de la République, en quelque sorte. Ça va changer.
avec les programmes des années 90. En gros, là, on voit des années 90-2000. Là, on voit en gros un essor de l'approche civique de la question. C'est-à-dire que là, l'apparition de la question de la violence ou des violences, de la torture, est désormais nettement posée. Et là encore, merci d'avoir rappelé comment et pourquoi. Et puis enfin, la troisième incidence forte sur ces programmes, ça a été au tournant des années 2000, effectivement, l'éruption de cette polyphonie des mémoires, en quelque sorte, polyphonie des mémoires qui, en même temps donc qu'elle apparaissait, devenait aussitôt un objet d'histoire. C'est-à-dire que le grand tournant des années 2000, c'est que la mémoire est devenue objet d'histoire. Et c'est la raison pour laquelle, donc, au terme de cette évolution, 12 ans plus tard, les mémoires d'Algérie sont étudiées au lycée, les mémoires, non pas pour elles-mêmes, mais en tant qu'objet d'histoire. C'est-à-dire, pour l'historien, qu'est-ce que dit qu'est-ce que disent les mémoires, avec donc une historisation de ces mémoires et l'apparition de nouvelles mémoires. Par exemple, la question des pieds noirs, la question des engagés avait déjà été abordée dans les années 90, mais la question des harkis, par exemple, fait évidemment irruption à partir des années, en gros, de 2005-2010. Bon. En gros, donc voilà comment cela fonctionne. Alors, avec une dernière précision, je vais y revenir plus tard, mais je préfère l'introduire tout de suite. Conservez toujours présent à l'esprit, évidemment, que l'histoire scolaire, même si elle est cousine de l'histoire académique, même si elle hérite d'une dynamique qui lui est offerte par l'histoire académique. Hein, par exemple, le renouvellement des programmes, c'est aussi le renouvellement de l'historiographie. Hein. Tout à l'heure, chers collègues, vous évoquiez les problèmes de formation des professeurs. Ces problèmes de formation des professeurs, ils s'opèrent aujourd'hui dans des conditions tout à fait différentes qu'il y a seulement 20 ans, pour une raison très simple. C'est qu'il y a 20 ans, finalement, pour des raisons tout simplement de classification des archives, notamment, hein, d'accès aux sources, les travaux historiographiques étaient encore assez rares. Depuis une vingtaine d'années, vous avez, en tout cas du côté français, un essor historiographique considérable qui, évidemment, alimente l'histoire scolaire. Donc, l'histoire scolaire doit aussi veiller non seulement à être en lien avec son environnement sociétal, mais aussi, bien entendu, avec son environnement scientifique et son environnement épistémologique. Mais pour autant, elle a ses finalités propres. Ces finalités propres que je rappelais tout à l'heure. Ce qui veut dire que, bien entendu, enseigner l'histoire, c'est enseigner la complexité. Et là, nous sommes tout à fait d'accord. Mais on comprend bien que dès lors qu'on enseigne la complexité en 2, 3, 4 heures, et évidemment, il va quand même y avoir des contraintes et l'explicitation de la complexité va passer par une simplification de cette complexité. Et là, encore une fois, les collègues qui sont dans la salle savent très bien que le véritable enjeu didactique et pédagogique, il est là. C'est-à-dire, comment rendre compte de la complexité tout en restant pédagogue, c'est-à-dire en permettant à l'élève d'avoir accès à cette complexité et de la maîtriser. Il y a donc là nécessairement un équilibre assez fragile qui renvoie à la fois au métier et à la déontologie du professeur, entre ces deux pôles en apparence contradictoires, mais que pourtant il faut associer, complexité et nécessaire simplification. Alors, je vais vite, qu'est-ce qui est enseigné ? Bon, ça c'est le champ théorique, qu'est-ce qui est enseigné ? En troisième, donc, l'objet essentiel, je dirais, c'est de raconter, de décrire, de faire connaître. C'est-à-dire qu'on va montrer la guerre et on va l'expliquer. Et on va l'expliquer à partir d'une problématique qui est souvent retenue par les manuels, qui est comment expliquer la violence de la guerre d'Algérie. Bon, voilà, c'est simple, mais c'est porteur de sens. Bien.
Alors là, les documents d'accompagnement sont un peu méfiants vis-à-vis de justement la liberté des éditeurs et des auteurs des manuels, c'est-à-dire qu'ils disent bon, d'accord, mais évitez quand même tout schématisme. Il faudra quand même rappeler qu'il y a des décolonisations qui ne sont pas conflictuelles. D'accord, on peut le rappeler. Mais, en tout cas, on ne masque pas le fait que, là, pour l'Algérie, ça a été vraiment une guerre de décolonisation et parfaitement conflictuelle. Et donc, les manuels et les professeurs montrent les harkis, montrent les FNL, montrent l'armée française, proposent généralement un minimum de périodisation, expliquent les origines du problème et traite aussi, bien sûr, de sa solution qui ne pouvait être que politique. Avec, évidemment, on ne va pas s'en cacher, tout de même, un minimum d'euphémisation. On est quand même en troisième, on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Alors, l'euphémisation, c'est que, par exemple, on va, et ça c'est une critique qui peut sans doute être faite, on ne va pas traiter de la violence ou des violences, avec tout ce que cela implique, d'une façon aussi directe, aussi fouillée qu'on va pouvoir le faire, par exemple, avec le cas des grands génocides du XXe siècle et notamment donc la Shoah. Ça, c'est vrai. Il y a une forme d'euphémisation dans ce que l'on va dire. On l'évoque en réalité plus qu'on en traite. On va également laisser complètement de côté les aspects politiques et intellectuels de cette guerre. Encore une fois, là, on est essentiellement dans la description et dans la relation. Bon, l'analyse politique, il est clair qu'elle va être pour l'essentiel remise au lycée. Alors justement, au lycée, donc en troisième, on caractérise la guerre, essentiellement, on la caractérise. Au lycée, évidemment, on va aller beaucoup plus loin. Les élèves sont évidemment beaucoup plus âgés, plus cultivés, mieux armés intellectuellement et méthodologiquement, et puis surtout également on a plus de temps. Donc je vais surtout là centrer mon propos sur la première des séries générales. On a une problématique officielle, si j'ose dire officielle, c'est-à-dire rappelée justement par ces documents officiels que j'évoquais tout à l'heure. En quoi la guerre d'Algérie a-t-elle constitué une épreuve majeure pour la République et un défi pour ses valeurs? C'est-à-dire que là, on voit bien que ce qui va être demandé aux professeurs, c'est de résoudre cette contradiction apparente, mais qui aveugle effectivement les élèves. Comment la République française, porteuse des valeurs des droits de l'homme, etc., a-t-elle pu être confrontée à ça? C'est-à-dire que vous voyez bien que là, en première, on met, là, franchement, passez-moi l'expression un peu triviale, les mains dans le cambouis, on va dans le vif. Et on va dans le vif parce que, encore une fois, l'histoire enseignée est constitutif, enfin, institue la République. Que la République, ça s'institue en permanence, et que par conséquent, la République doit accepter de regarder son passé en face. Bon. Et donc, dans les manuels, ça va se traduire par expliquer une situation de guerre qui ne dit pas son nom. Alors, justement, pourquoi cette guerre, si longtemps, n'a-t-elle pas dit son nom? On va faire réfléchir les élèves là-dessus. Confronter les points de vue des protagonistes du conflit. Donc, effectivement, tous les protagonistes sont associés dans le cours. Les harkis, les appelés, le FLN, l'OAS, etc. Et on va montrer que la guerre se déroule en Algérie, mais aussi en métropole. On va effectivement aborder cette dimension de guerre civile que vous évoquiez, mais là, encore une fois, en simplifiant. C'est-à-dire que la guerre civile, en fin de compte, ce qu'on va montrer, c'est le fait qu'il y a d'un côté les harkis et de l'autre le FLN. On ne va pas, évidemment, parce qu'on n'en a pas le temps, tout simplement, et parce que ça n'apporterait pas grand-chose en termes de signification de l'événement pour la culture civique des élèves, les dissensions au sein même, n'est-ce pas, des nationalistes et des indépendantistes algériens. Mais on va montrer aussi, par exemple, l'opposition entre les intellectuels favorables à l'indépendance et l'OS, etc.
Et on va surtout mettre en valeur ces relations extrêmement difficiles entre violence et état de droit. Et état de droit, puisque c'est quand même une des grandes questions qui a été posée notamment autour des années 2000. Alors, je ne reviens pas sur les questions de la mémoire, des mémoires en tant qu'objet d'histoire, puisque vous l'avez vu, là c'est surtout l'objet de la première, de la terminale, donc des séries générales. Mais ce que je voudrais simplement dire, c'est que en gros, le propos de mon prédécesseur articule même le contenu du programme. Ce qu'on va montrer, c'est la périodisation de ces mémoires. Hein. Pourquoi occultation ? Pourquoi ensuite, au contraire, explosion, hein, et bien entendu aussi les enjeux politiques autour de ces mémoires, et bien entendu les confrontations et la simultanéité de ces mémoires. Et au passage, je voudrais quand même dire, parce que je trouve un peu dommage que ça soit à ce point passé inaperçu, que l'année dernière, cette question est tombée en terminale au bac. La question des mémoires de la guerre d'Algérie, elle est tombée en terminale au bac. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. C'est-à-dire que, je ne vous le cache pas, l'institution, en faisant ce choix, prenait quand même conscience des risques que pouvait poser ce choix, surtout, n'est-ce pas, au regard de l'environnement et du contexte. Et nous craignions, pour ne rien vous cacher, évidemment, d'être confrontés à un certain nombre de copies plus que délicates. Hein. D'un côté comme de l'autre, d'ailleurs, entre parenthèses. Or, je peux vous dire, puisque j'étais chargé du pilotage de l'harmonisation de cette épreuve pour l'Académie de Versailles, qui est quand même la plus grosse académie de France, que sur je ne sais plus combien de milliers de copies, nous avons eu 2 copies qui pouvaient poser problème. Et finalement, après avoir demandé à les lire, hein, je me suis fait communiquer pendant le cours de la correction, après les avoir lus, finalement, il n'y avait pas, de revendication d'une position négationniste. Il y avait simplement 2 élèves qui se réfugiaient derrière la mémoire familiale telle qu'elle était transmise, mais sans que finalement, en exposant très précisément que là, on relatait la mémoire familiale et que effectivement le professeur avait dit des choses différentes. Et ce que le professeur avait dit était rapporté dans la copie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord que notre institution, à mon avis, peut être tout à fait fière d'elle-même d'avoir fait ce pari, l'avoir gagné. Ça veut dire aussi que les professeurs peuvent être fiers du travail qu'ils ont fait et qu'ils peuvent être aussi fiers de leurs élèves, parce que ça veut dire que leurs élèves ont parfaitement compris quelle était la démarche de leur professeur. Et ils ont compris ce que c'était que faire de l'histoire avec leur professeur. Et qu'en le comprenant, ils ont compris quelle était la légitimité sociale de l'enseignement de l'histoire. Je trouve invraisemblable, pour rien vous cacher, que cette espèce de, de preuve de maturité et de l'institution, et du corps enseignant, et des élèves, ait été si peu remarquée par l'opinion. D'une certaine façon, finalement, trouver que ce bac-là était banal comme les autres, c'est finalement une réussite exemplaire. Et c'est une réussite collective. Alors, pour terminer... Oui. Je vous en prie. Les conditions... est-ce que cet enseignement est difficile ou non ? Bon, c'est un sujet chaud, parce que l'opinion, finalement, suspecte de plein de paradoxes. Hein. Soit on n'en dit rien, confère le banc du blog, soit on en dit trop, confère par exemple une partie de l'opinion, hein, que vous voyez laquelle je désigne, soit on le dit très mal. Bon, c'est aussi soit on est suspecté donc d'obéir à une perspective néo- ou post-colonialiste, soit au contraire, on est suspecté de se cantonner dans une description calamiteuse, victimaire, empreinte de repentance. Bon.
Le sujet est également rendu difficile par son contexte mémoriel et politique. Je crois qu'on peut rappeler effectivement cette fameuse question de l'article 4 de la loi de 2005, qui a quand même plus que secoué et plus que tangué. On peut aussi rappeler tout le débat autour de du choix de la journée commémorative du 19 mars 62, qui polémique est toujours pas en fait retombée. Sujet rendu difficile également par le contexte épistémologique, la prise en compte des violences, la prise en compte de la polyphonie des mémoires, ce n'est pas simple à gérer. Sujet rendu difficile aussi par les attentes de certains de nos élèves. Autrement dit, sujet, si on considère difficile, c'est parce que il pose une question simple: comment dire le fait colonial et la décolonisation quand on est en République? C'est ça tellement la question. Donc, et je termine là-dessus, pour s'en sortir, il n'y a qu'une seule solution: faire son métier. Faire son métier pour un professeur d'histoire, c'est comprendre et faire comprendre. C'est consentir aux faits, c'est-à-dire tout dire, ne rien occulter, entrer dans la complexité, entrer dans les zones grises, parce que justement ce sont ces zones grises qui sont porteuses de sens. Ça a été rappelé tout à l'heure. Il n'y a pas d'un côté il y a des Algériens ou des musulmans qui veulent l'indépendance, il y en a d'autres qui ne la veulent pas. On peut être colon sans être un fiefé salaud ou sans être OS. On peut être partisan de l'indépendance sans approuver les actes terroristes du FLN, et ainsi de suite. C'est pas simple. Et comme il a été rappelé, la plupart des acteurs et des témoins, en fin de compte, pour beaucoup, étaient dans ces zones grises, étaient confrontés à ces zones grises. Et c'est donc aussi, par exemple, maîtriser, être professionnel, faire son métier, c'est maîtriser le vocabulaire. C'est maîtriser le vocabulaire. Il a été rappelé l'extraordinaire, la subtilité arachnéenne des mots qui peuvent être employés pour désigner justement ces citoyens qui le sont sans l'être tout à fait, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un musulman? Qu'est-ce que c'est qu'un indigène? Qu'est-ce que c'est qu'un pied noir? Qu'est-ce que c'est qu'un harki? Qu'est-ce que c'est qu'un colon? Qu'est-ce que c'est qu'un autochtone? Etc., etc., etc. Maîtriser donc les notions et, entre parenthèses aussi, les élargir à ce qui s'appelle aujourd'hui l'enseignement moral et civique. Par exemple, il y a une question de fond qui est posée par l'Algérie. Vous pouvez être citoyen et pour autant pas exactement comme un autre. Vous pouvez, n'est-ce pas, être considéré comme français, mais pour autant pas être pleinement citoyen français. Bon. Et donc problématiser sa démarche pour montrer ce qui est en jeu. C'est surtout, c'est mon avant-dernier point, je vous rassure, j'ai encore pour 2 minutes. Dominer l'articulation mémoire-histoire, historiciser la question, dominer une information historique précise, et surtout faire comprendre aux élèves que le devoir de mémoire, ce n'est pas la généralisation de la repentance, de la responsabilité, la culpabilité. Ça, on peut laisser ça éventuellement à certains hommes politiques, mais c'est pas le but d'un professeur d'histoire, c'est pas le métier d'un professeur d'histoire de faire ça. Au fait, rappeler aux professeurs d'histoire qu'ils sont là pour refuser que les détenteurs autoproclamés du vrai, alors, fermez les oreilles, monsieur Guerrier, les journalistes, par exemple, vous pouvez rouvrir les oreilles, les politiques, les témoins, les acteurs, au nom de la mémoire, c'est-à-dire en réalité au nom de leur mémoire, dictent leur rôle aux professeurs. Et entre parenthèses, c'est bien d'ailleurs aussi ce que posent un peu les lois mémorielles. Le professeur n'a pas à se justifier de ce qu'il a à faire. Le professeur d'histoire, parce qu'il est historien à sa façon, il est cantonné dans le camp du savoir. Et donc, il est là pour rappeler que l'histoire n'est pas là pour prononcer un jugement a posteriori. Comme disait Marc Bloch, l'historien n'est pas un juge. Et dernier point, et là c'est je suis mon camarade, bien sûr, la question des élèves est essentielle, ou plutôt la question de certains élèves, car attention, ce programme s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas de communautarisme dans nos programmes. Pour un professeur d'histoire-géographie, un élève est un élève. Point barre.
hein, quelles que soient ses origines. Mais il est vrai que certains de nos élèves, de par leurs origines, de par leur identité particulière, ont évidemment des attentes, des besoins ou des réactions spécifiques vis-à-vis de ces questions. Je crois que là, il y a deux fautes à éviter. La première faute à éviter, c'est préjuger de ce que nos élèves savent ou ne savent pas. La deuxième faute à éviter, c'est d'assigner les élèves, c'est-à-dire de les associer à l'expertise du professeur. En gros, est-ce que ce que je dis là, c'est la même chose que ce que tu entends à la maison ? Est-ce que cela viendrait, par exemple, à l'esprit de quelqu'un, en enseignant une question, de demander, de solliciter la pseudo-expertise d'un élève ? Non, certainement pas. Et surtout, la troisième faute, ce serait de laisser les élèves écartelés dans un conflit de loyauté entre ce qu'on dit à la maison. Et à ce sujet, quand même, rappelons que 55 ans après la fin de la guerre d'Algérie, nos élèves sont au mieux les petits-enfants de témoins et les arrière-petits-enfants d'acteurs. Donc, ce qu'ils entendent à la maison, s'ils entendent des choses à la maison, d'abord, c'est de la mémoire, mais c'est donc de la mémoire, donc du transmis, et non pas du construit. La différence entre mémoire et histoire, c'est ça, c'est que l'histoire, c'est du construit, la mémoire, c'est du transmis, mais du transmis à travers déjà 2 ou 3 tamis. C'est donc considérable. Donc ne pas laisser les élèves en situation de conflit de loyauté entre d'un côté donc le récit familial, pour faire simple, et d'autre part ce que dit le professeur en classe. Et pour ça, donc, accepter de confronter les élèves et leur représentation aux faits, aux moyens de l'analyse historique. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie.